Cette semaine, à info.tvc, la fabrique de la municipalité de Saint-Viennet a mis en vente son église. L'auteure matapédienne Nicole Paquette a procédé au lancement de son premier roman, Tatouado. C'est le retour de la chronique de la CEF et pour cette première capsule de la saison, on parle du crédit. Et je me suis entretenu avec le professeur d'éducation physique Francis Lévesque qui a annoncé sa retraite. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 20 octobre 2023 d'info.tvc. Le service incendie et la MRC de la Matapédia ont produit le guide de prévention des incendies et sécurité civile. Ce guide se veut être une ressource d'information pour vous indiquer les marches à suivre en cas d'incendie et toute autre situation d'urgence, entre autres comment faire la réanimation cardio-respiratoire. On retrouve également des conseils de prévention sur des aspects qu'on ne pense pas tout le temps procéder à une vérification. Il y a également des conseils de comment se préparer à différentes catastrophes. Alors, surveillez, il vous sera distribué sous peu par la poste. Débutons maintenant avec le segment des actualités. Voici les actualités matapédiennes du 20 octobre 2023. Le conseil municipal de la ville d'Amqui a procédé à l'adoption de sa toute première planification stratégique 2023-2030. Cette démarche a permis la structuration des actions à entreprendre dans les années à venir en prenant en compte les enjeux spécifiques de la ville, les besoins et les attentes de sa population. Cette planification repose sur 4 piliers, soit l'engagement, la communication, la capacité et l'affirmation. Ces piliers ont constitué les fondements durables pour l'alignement et la cohérence du déploiement de cette planification stratégique. Le processus a été amorcé à l'été 2022 et est le fruit d'une démarche rigoureuse réalisée avec la collaboration des élus municipaux, des partenaires, des entreprises du territoire et la participation de 971 citoyens et 38 employés par voie de sondage et de rencontres de groupe. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent exige à nouveau le port du masque de procédure dans ses centres hospitaliers pour les usagers, les visiteurs, les proches aidants, les travailleurs et les médecins lors de soins et services à moins de 2 mètres. Cette exigence est mise en place pour certains secteurs spécifiques, soit les urgences, les salles d'attente, les soins intensifs, les unités d'hospitalisation de courte durée, les unités de réadaptation, les unités de psychiatrie, les services en hémodialyse, en oncologie et en néonatologie. Selon l'évolution de la situation épidémiologique, d'autres secteurs pourraient s'ajouter à cette liste. Cette mesure a été mise en place en raison d'une recrudescence des cas de COVID-19 dans les milieux de soins. Le CIS du Bas-Saint-Laurent demande la collaboration de tous et rappelle de respecter les consignes sanitaires. La 41e édition de la clinique juridique téléphonique se déroulera cette fin de semaine, les 21 et 22 octobre, de 9h à 16h. Cette initiative du Jeune Barreau de Montréal permet la mobilisation d'avocats et de notaires pour offrir des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population. Si vous avez besoin de conseils afin de mieux comprendre vos droits et obligations et de vous faire guider dans des situations parfois complexes et délicates, telles des préoccupations liées à la famille, au travail ou à des conflits divers, vous vous appelez en utilisant le numéro qui apparaît au bas de l'écran, soit le 1-844-779-6232. Il sera possible pour la population de la Matapédia qui désire obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens, en plus de pouvoir effectuer un renouvellement ou un remplacement de permis. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage à Amqui
les mardis et mercredis 28 et 29 novembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h au Centre récréo-culturel. Afin d'assurer un meilleur service, la population est invitée à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1-888-667-8687 entre 8h et 17h du lundi au vendredi. Une fois sur les lieux, ce sera aussi l'occasion de se créer un compte SAAQ Clic en compagnie d'un membre du personnel. Le service de protection incendie et d'organisation de secours de la MRC de la Matapédia vous rappelle de procéder au ramonage de votre cheminée avant le début de la saison froide. Selon le règlement, il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée une fois par année. Il est même conseillé de faire ramoner votre cheminée aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts de créosote et de suie. Le ramonage contribue à prévenir les intoxications au monoxyde de carbone et d'optimiser l'efficacité de l'appareil de chauffage au bois en permettant une économie de combustible. Le service de protection incendie vous rappelle également de vérifier le fonctionnement de votre avertisseur de monoxyde de carbone. Si vous possédez un appareil de chauffage à combustible solide, il est essentiel d'installer un avertisseur de monoxyde de carbone. Le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec a tenu sa 32e rencontre d'automne du 11 au 14 octobre dernier. Lors du cocktail dînatoire de la soirée Gala de clôture, le Rosec a remis le prix Jeune public au diffuseur de spectacles Diffusion Mordicus. L'entreprise matapédienne s'est vue remettre cet honneur pour son initiative de développement, le projet Parascolar, J'ai les arts à cœur. Ce projet vise à offrir aux jeunes de la petite enfance jusqu'au collégial des activités de médiation culturelle en lien avec diverses œuvres et disciplines artistiques directement dans leur milieu. Parascolar, J'ai les arts à cœur a été créé et dirigé par Karine Lévesque et supporté par l'équipe de Diffusion Mordicus, salle Jean Cossette. Voici maintenant les actualités sportives. Le club de natation Nataqui était l'hôte de la compétition de natation première régionale de l'Est du Québec le 14 octobre dernier. Au total, c'est 8 équipes qui ont participé à cette compétition pour 143 nageurs et nageuses. Le club d'Amqui a bien tiré son épingle du jeu en récoltant 2 médailles d'or et 6 médailles de bronze. Théo Legendre a gagné une médaille d'or aux 50 mètres libres et une médaille de bronze aux 100 mètres libres. La seconde médaille d'or fut remportée par Mia-Jade Caron aux 200 mètres libres. De son côté, May Berthelet est montée à 2 reprises sur la 3e marche du podium aux 50 mètres libres et aux 100 mètres d'eau. Les 3 autres médailles de bronze ont été gagnées par Constance Damour aux 100 mètres brasse, par Béatrice Lévesque aux 50 mètres d'eau et Nora Duhamel aux 200 mètres 4 nages. Félicitations à nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Nous avons appris la semaine dernière que le bâtiment de l'église de la municipalité de Saint-Vianney a été mis en vente. Je vais m'entretenir avec Yvette Jean, présidente de la Fabrique de Saint-Vianney, pour connaître les détails. La Fabrique a pris la décision de vendre l'église de Saint-Vianney. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? OK. Je vais vous expliquer un petit peu. On s'en va, oui, vers la fermeture de notre église. Et pourquoi? C'est que, un peu comme partout, les dépenses augmentent. Chauffage, l'électricité, les assurances et toutes les autres dépenses, jusqu'à 3 fois plus. Puis notre église aurait besoin de réparations majeures et nous n'avons pas de sous. Les revenus sont moindres pour bien des raisons. Bien, on parle toujours de la pandémie, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Les lieux de culte fermés à ce moment-là. Pas capable de faire de repas bénéfiques. Puis les funérailles se font de plus en plus au salon funéraire.
Alors, moins de revenus ici aussi, parce que nous, quand nous avons une funéraille, l'église se remplit. Puis là, dernièrement, notre système de chauffage a été confisqué. Alors, pour toutes ces raisons, nous n'avons qu'une messe, avec le manque de prêtres, nous n'avons qu'une messe par mois. Pour toutes ces raisons, les membres du conseil municipal ont décidé de fermer l'église, la mettre en vente, d'ici quelques mois, si elle ne se vend pas, de 2, nous irons vers une démolition. Donc, je vois c'est beaucoup le manque de financement pour l'entretenir. Fait que, ben, malgré tout ça, ça n'a pas dû être une décision qui était facile à prendre? Non, nos sentiments, c'est un peu, oui, c'est un peu difficile. Ce n'est pas sans regret qu'on laisse partir notre église. C'est sûrement avec un gros pincement de cœur que les paroissiens et paroissiennes de Saint-Vianney quittent l'église, la laissent partir tranquillement. Pour plusieurs, on sait que ce sont des souvenirs. Plusieurs ont été baptisés, ont été confirmés, ont reçu leur sacrement ici. Il y a eu des funérailles, de très grandes, belles funérailles ici. Nous avions toujours une fête des enfants à Noël avec des pièces du théâtre là, dans l'église. Puis il y a eu aussi la fête de l'amour extérieur, aussi des messes extérieures au stationnement ici, là, dans le dehors. Fait que beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs pour tous nos paroissiennes de Saint-Vianney. C'est sûr que plusieurs en parlent avec le cœur gros. Fait que ça a été, pour certains paroissiens, ça a été une décision qui était difficile à apprendre, une décision qui a fait réagir. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est là qu'on a senti l'attachement de nos paroissiens. Puis il y en a qui sont ici, qui ont toujours vécu ici. Fait que c'est pas facile, mais il faut dire qu'il faut être optimiste dans tout ça, puis probablement qu'on s'en va dans du meilleur. Donc là, pour le moment, la première option, c'est d'essayer de vendre l'église. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions d'achat? Parce que j'imagine que vous allez vendre le bâtiment, mais pas à n'importe qui, pas pour faire n'importe quoi. J'imagine qu'il doit y avoir quand même des critères de base. Ah oui. Oui, nous avons eu trois personnes qui semblaient intéressées. Dans le manuel, un monsieur acheteur qui nous dit qu'il est en train de faire des calculs. Il est venu visiter l'église vers le 15 septembre, puis il nous a dit que dans le moment, il fait des calculs. Puis, ce qu'on exige de la personne qui achètera notre église, si ça se fait, c'est qu'elle nous présente un projet, et c'est de concert avec la municipalité et la fabrique. Il faut que ce soit un projet qui soit acceptable par la municipalité et nous aussi. Là. On attend qu'il nous présente son plan, puis on verra. Puis, plusieurs nous demandent comment vous la vendez, tout dépendamment du plan qui va nous être présenté. Ensuite, on verra. Voilà, mais est-ce qu'on peut dévoiler un peu c'est quoi le projet qu'il veut faire? Ou? Il a parlé peut-être logement, des logements pour les touristes, mais il n'y a rien encore là. Quand il est venu, on a fait des suggestions, mais il n'y a rien de défini encore là. T'sais. Je m'imagine que le monsieur, c'est un entrepreneur, mais dans le moment, il calcule parce qu'il doit avoir des sous-traitants. Puis, à un moment donné, quand ces calculs vont être faits, on lui donne jusqu'à la fin on s'est dit, je pense, à la fin de l'année là, pour nous donner une réponse. Là. Je vais lui l'appeler pour lui dire, on aimerait ça avoir une idée d'ici la fin de l'année. Donc, mais j'imagine que le bâtiment ici, il n'est pas considéré comme bâtiment patrimonial. Non, on a regardé, là, non, vraiment pas. Là, on parlait que si jamais il n'y a pas d'acheteur, l'autre option, ce serait la démolition? Oui, c'est ça. On garde aussi vers la démolition. On a fait faire des soumissions pas écrites, là, mais on sait à peu près les montants que ça pourra coûter. C'est très, très dispendieux. Puis on comprend aussi, là, parce qu'il faut tout démêler, les matériaux, c'est des sites pour envoyer l'asphalte, pour envoyer un autre matériel. Mais on travaille aussi là, avec ça, avec peut-être la démolition. Donc là, on voit que vous avez commencé à vider l'église. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ce qu'il y a dans... Qu'est-ce qui va arriver avec tout le matériel? Eh bien, le matériel, c'est sûr que on a vidé on se relocalise ailleurs.
le matériel, bien, ce sera comme ce qui va être vendu, ce sera vendu, là, offert à la population, d'abord aux gens de la paroisse, ensuite probablement à la population générale. J'imagine que ce sera une vente à la criée ou une vente de garage. Et ça va aller, là, si on a une décision de l'entrepreneur, ben, aussitôt qu'il va nous donner une décision, sinon, ben, il faudrait que, pas tard au printemps, que ce soit tout fermé et déménagé parce qu'on a le centenaire qui se prépare. On est en 2023, presque la fin. Puis en 2026, c'est le centenaire de Saint-Vianney. Fait qu'il faut qu'au centenaire, tout soit beau, propre et accueillant. Là, ça ne met pas fin aux cérémonies religieuses. Il va continuer à en avoir, mais à un autre endroit? Oui. Notre bâtisse église avec un petit E ferme, mais notre bâtisse E avec un grand E, l'église, reste toujours là. Avec la contribution de notre municipalité, une nouvelle porte s'ouvre à nous. Nous sommes en déménagement vers le complexe municipal Jean-Guiroy. Le lieu de culte sera localisé dans la grande salle où seront célébrés messe, baptême, mariage, bref, tous les sacrements ainsi que les funérailles. Tous les services liturgiques. Ça va tout se faire à cet endroit-là. Pastoraux, chants, musique, célébrations resteront les mêmes, ainsi que notre accueil, sourire et l'amabilité de nos bénévoles. Puis le bureau de la fabrique aussi et les rangements sont déménagés au complexe Jean-Guiroy à l'ancien local de Sévacan par la Caisse Desjardins. Notre secrétaire sera toujours là avec son même sourire. Et donc, les cérémonies au centre communautaire, ça va débuter quand? C'est que nous, on a une messe par mois. La prochaine messe est prévue pour le 28 octobre, samedi le 28 octobre, 9h. Alors, c'est à ce moment-là qu'on fera un peu l'accueil du lieu de culte. C'est un peu spécial, comme on dit, il y a un processus un peu spécial. Alors, j'ai rencontré l'abbé Kindé, qui est notre responsable de notre secteur, prêtre responsable, et puis il y a des documents, tout ça, puis la semaine prochaine, on se rencontre avec les gens de la liturgie et Kindé, puis on prépare notre célébration spéciale. Mais je vous avance, ça va être très, très beau, très, très bien fait, je suis sûre. Donc, avez-vous d'autres choses à rajouter? Oui, si vous me laissez une minute ou deux, j'ai des choses à rajouter. Pas de problème. Moi, je dis toujours qu'il faut être optimiste. Hein? J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Lorsqu'une porte de bonheur se ferme, une autre s'ouvre, mais parfois on observe si souvent celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. OK, je continue. Je m'adresse aux paroissiens de Saint-Vianney. C'est normal qu'à tout changement, il y a un deuil à faire. Gens de chez nous, Saint-Vianney, soyons contents et heureux d'avoir dans notre paroisse des locaux pour conserver notre vie, Église avec un petit E et l'Église avec un grand E. Merci à notre municipalité, merci à tous les bénévoles, ceux d'hier et celles d'hier, qui ont contribué à la construction et l'entretien de notre première Église construite en 1922 et détruite en 1944, et de notre deuxième Église où fut déménagée la salle paroissiale sur les fondations de la première Église en 1944. Et merci aussi à ceux d'aujourd'hui qui aident au déménagement et continueront certainement à apporter leur aide au service liturgique au nouveau lieu de culte. En mon nom et en mon nom personnel et en mon nom et au nom des bénévoles qui gravitent autour de l'Église, j'invite tous les gens de notre paroisse, les gens des autres paroisses autour de nous, tous et tous, nous inviter à notre prochaine messe en notre nouveau lieu de culte, une messe spéciale d'accueil, samedi le 28 octobre, 19h. Vous entrez par la grande porte du complexe municipal et des bénévoles seront à la porte pour vous accueillir. Jésus sur la terre a marché beaucoup. Il rassemblait les gens sur le bord de l'eau, dans une barque, sur l'eau, sur la montagne. Des foules immenses le suivaient. C'était un peu ses lieux de culte. Ce sont les gens rassemblés dans la foi, les gens de la communauté et les gens de la paroisse qui forment le lieu de culte et non la bâtisse. Alors moi j'espère, et j'espère tout le temps, le curé d'Ars, le patron de notre paroisse, et en qui j'ai une grande confiance,
Vous l'avez vu à l'entrée, vous allez le voir. A été envoyé dans une paroisse à Lyon, en France, pour mettre de l'amour à l'Église et à la paroisse. Il est demeuré plusieurs années là jusqu'à sa mort, et partout les gens accouraient vers lui. Moi, j'ai confiance, nous sortirons forts et fortes de ce changement d'aujourd'hui, et il y aura de la joie et de l'amour dans notre nouveau lieu de culte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yvette, puis on va souhaiter une belle nouvelle vie à votre Église. Merci beaucoup. C'est une page d'histoire qui se tourne pour les habitants de la municipalité de Saint-Vianney avec la vente de l'Église. Si vous avez un projet à proposer pour donner une nouvelle vie au bâtiment, vous pouvez contacter la Fabrique de Saint-Vianney au 88 629 3854 ou le 88 629 3820. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le 8 octobre dernier, l'auteure matapédienne Nicole Paquette a lancé son premier roman intitulé « T'as-tu ado ». J'ai le plaisir de la recevoir en studio pour parler de ce beau projet. Bonjour Nicole. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Très, Donc, très bien. on parle de ton premier roman qui a été lancé. Est-ce que c'est un désir que tu caressais depuis longtemps d'écrire un livre? Oui, j'avais ça en tête vraiment depuis longtemps. Ça a débuté, l'écriture, au moment où j'étais au primaire. Alors, au primaire, j'ai eu une enseignante en 3e et 4e année, puis je vais la nommer, cette dame-là. Malheureusement, elle nous a quittés à l'âge honorable de 97 ans. Madame Thérèse Bélanger-Couture. Cette dame-là, en 3e et 4e année, je lui écrivais même des petits poèmes. Elle savait transmettre son amour des lettres et des chiffres à ses élèves. Puis ça, elle m'a donné vraiment cet amour-là des lettres surtout. Oui. Et là, on peut dire votre âge? Ton âge, oui, tu as 61 ans. Oui, c'est ça. Et pourquoi maintenant d'écrire un livre? Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Bien, il y a eu plein de choses. Il y a eu tout un processus. On parlait du primaire. Par la suite, j'ai un professeur de secondaire 5, M. Francis Morin, qui avait remarqué ma plume, qui m'avait guidée vers des études en lettres. Puis moi, j'ai laissé ça du revers de la main. J'ai essuyé ça, puis j'ai dit non, c'est pas pour moi. Et là, j'ai continué à écrire pour mon plaisir chez nous. Puis la vie a fait que je me suis retrouvée à travailler à la maison funéraire à Amqui, maison Georges Fournier-Fils, où j'ai écrit pendant 2 ans des chroniques. Ça l'a fait encore grandir davantage mon envie d'écrire. Puis quand ça s'est arrêté, là, j'ai dit, ça y est, là, c'est maintenant. Alors, c'est un processus de la première ligne jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé environ à peu près 6 ans. Okay. Oui. Pour la réalisation du livre. Oui. Donc, quand tu parles de la réalisation, l'écriture et tout, toutes les étapes pour qu'il soit imprimé, qu'on puisse le tenir dans nos mains. C'est ça, parce qu'en fait, moi, en plus, j'ai décidé de me tourner vers l'auto-édition. Okay. Alors, je ne me suis pas allée dans une maison d'édition. Alors, ça m'a obligée à choisir mon papier, choisir mon carton, d'aller dans des imprimeries, de valider. C'est vraiment ce que je voulais, de travailler avec une graphiste pour réaliser la couverture et tout le processus en entier. Là. Et justement, pourquoi tu as choisi l'auto-édition? Parce que je me disais, je voulais pas nécessairement. On m'a posé la question parce que j'ai des personnes qui me guident, des gens qui sont eux-mêmes auteurs. Puis ils m'ont demandé, toi, est-ce que, Nicole, c'est important que ton livre se retrouve dans les grandes maisons, les grandes librairies, tout ça? Moi, j'ai dit non, pas vraiment. Moi, ce qui est important, c'est que je voulais donner la chance à ce roman-là d'exister. Puis c'est ça. Fait que je trouvais pas ça nécessairement important. Je sais pas jusqu'où où ça va me mener. Mais moi, je commence, je déploie mes ailes. On va dire ça. T'es dans les tout débuts. C'est ça. Là, comme tu mentionnais au début, ça commence depuis l'âge du primaire, là, ton intérêt pour l'écriture. Oui. Oui, effectivement. Et ton lancement, tu l'as fait à Val-Brillant pour une raison particulière? Oui, parce que je suis originaire de Val-Brillant. Puis moi, ça faisait plein de sens d'aller à la source, là où ça a commencé, pour faire au moins le lancement de ce premier roman-là. Je trouvais ça important d'être là, sur place à Val-Brillant. Et dans tes racines, dans tes origines. Et ça. Et voilà. Exact. Ton roman s'appelle « T'as-tu ado ». Qu'est-ce que ça signifie?
Bien, Tatuedo, c'est un mot espagnol parce qu'il faut dire que l'histoire se passe entre la ville de Québec et l'Espagne. Alors, le mot Tatuedo est tiré de la langue espagnole. Tatuedo veut dire tatoué. Okay. C'est une histoire qui se passe autour d'un tatouage. En fait, c'est une dame, mon personnage principal, elle s'appelle Joran. Joran, elle a reçu un tatou un certain soir. Elle s'est réveillée le matin, puis elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille. Alors là, elle a fait des recherches parce qu'elle veut absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et la personne qui l'accompagne dans ces moments-là est son conjoint Samuel Loranger. Et M. Loranger est pas très bavard. Ou quand il lui parle, il ne la met pas sur des pistes nécessairement bonnes. Okay. Alors, elle va partir à la quête de savoir pourquoi ce tatou-là s'est retrouvé derrière son oreille et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est sûr qu'en faisant ses recherches, ça va l'amener à trouver des choses sur elle-même, peut-être, qui ne sont pas toujours faciles. Puis là, je voulais faire le parallèle entre le fait du tatouage et aussi le fait que depuis notre très jeune âge jusqu'à notre âge actuel, toutes nos expériences de vie sont tatouées en nous. Fait que Joran, elle a vraiment un vécu, elle va trouver des choses sur elle-même. Elle va comprendre pourquoi elle réagit de telle ou telle façon par rapport à telle ou telle situation. Donc, le logo du livre, j'imagine que c'est le tatouage de Joran? Exactement. Et on le voit en grandeur qui devient un support de livre. Oui. Mais on ne le retrouve pas juste là. Non. On le retrouve sur toi. Oui, je me suis fait également tatouer sur la cheville le dessin parce que j'ai créé le dessin. Là, ce dessin-là m'habitait. D'ailleurs, j'ai dû, à un moment donné, pendant l'écriture, mettre l'écriture de côté, le dessiner. Puis après ça, tiens, on dirait que j'étais correcte. Il était comme sorti de ma tête. Là, j'ai pu continuer à écrire. Parce que ça représente... Bon, c'est un serpent avec une clé. C'est une clé avec un serpent enroulé autour, oui. OK. Donc, et c'était important de le porter sur toi également? Oui, je trouvais ça que ça faisait comme une belle boucle, je vous dirais, avec tout le processus. Là, oui. Donc, ton livre te suit partout maintenant? Oui, effectivement. Alors, c'est ton premier roman. Est-ce que tu as l'intention d'en écrire d'autres? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir peut-être pas une suite de ça. Mais oui, il y a déjà une autre histoire qui dort. Mais je voulais laisser la chance à Tatuedo de naître, puis de commencer à marcher un peu. Puis là, j'ai déjà commencé à griffonner un petit peu, là, mais ça va être dans les prochaines années. C'est à surveiller à venir. Parce que comment tu as trouvé ton expérience d'écriture de ce premier livre? C'est très enrichissant. J'ai adoré. C'est sûr que c'est beaucoup de travail également. C'est parce que moi, je suis encore sur le marché du travail. J'ai quand même 2 enfants, 4 petits-enfants et beaucoup d'amis. J'ai mon papa encore que j'aime bien visiter. Fait que c'est sûr que ma famille également. Fait que c'est sûr qu'il reste des fois moins de temps. Et je ne suis pas une personne qui se lève la nuit pour écrire comme certaines personnes parfois le font. Moi, je dors plus la nuit. Alors, c'est dans les autres moments où je me retrouve là, à pouvoir m'adonner à l'écriture. Ouais. Ça devient une activité à temps perdu, un petit peu de temps. Je prépare ma retraite. Mais ça va être une belle activité à ta retraite, peut-être d'écrire plus, d'avoir plus de temps pour écrire. Exactement. Et créer des histoires. Et qu'est-ce qui t'inspire? Sur quoi tu t'inspires pour écrire? Moi, je dirais, j'aime beaucoup au niveau tout ce qui touche les valeurs humaines. Okay. On a reçu des valeurs familiales chez nous bien ancrées, puis je trouve ça important des fois de juste aller chercher justement un prétexte comme le tatouage pour explorer vraiment des choses qui font référence à juste nos expériences de vie. Je trouve que il y a beaucoup de choses à dire, je pense, là-dessus. Et là, les gens qui veulent te rencontrer et même acheter ton livre vont pouvoir le faire. Tu vas être au Salon du livre de Rimouski. Oui, exactement. Les 2, 3, 4 et 5 novembre prochains, je vais être au Salon du livre à Rimouski et également, je vais être au marché de Noël qui va se dérouler au Camp Sable Chaud les 11 et 12 novembre également. Donc, à surveiller. Exact. Nicole Paquette, merci beaucoup. Bien, merci. Puis je te souhaite beaucoup de succès avec ton livre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. Pour vous procurer le livre Tatuado ou avoir plus d'informations, vous pouvez contacter l'auteur au numéro 88 629 5142 ou par courriel à l'adresse nicolepaquette, auteur@hotmail.com.
Bonne lecture! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. C'est le retour de la chronique de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Aujourd'hui, on parle du crédit. En plus du retour de la chronique, c'est le retour de la directrice Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Je suis bien content de te retrouver Ben encore oui. pour une nouvelle saison de la chronique de la CF. On est très heureux de revenir encore une fois. Oui, alors aujourd'hui on parle du crédit. Et j'imagine avec des temps difficiles comme aujourd'hui, je pense qu'il faut être de plus en plus prudent avec le crédit. Oui, effectivement, de plus en plus prudent parce qu'on a souvent tendance à utiliser le crédit dans notre quotidien pour régler des factures courantes et tout. Puis c'est correct de le faire, c'est correct de procéder de cette façon-là. Sauf que des fois, on peut aller un petit peu plus vite que la gâchette d'une certaine façon et on se ramasse avec une surutilisation du crédit. Donc, c'est à faire vraiment attention là, pour éviter là, d'arriver dans la spirale de l'endettement là, qui peut faire mal à long terme. Oui, parce que c'est ça le danger. On va dire, je vais mettre ça sur ma carte, c'est pas grave, je vais payer ça juste dans un mois. Mais là, il faut. Pas parce qu'on ne peut pas le payer maintenant qu'on va être capable nécessairement dans un mois. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir, il faut faire attention. Est-ce que dans un mois, je vais être capable de le payer? Oui, bien tout à fait. Dans l'utilisation du crédit, surtout de la carte de crédit ou même de la marge, parce que il y a ça aussi qui est disponible sur le marché, facilement accessible en fait. Donc, c'est toujours lorsqu'on fait l'achat dans le commerce, on engage une dépense, mais ultimement, il faudrait toujours s'assurer d'avoir la somme dans son compte pour dire que oui, on est capable de payer cette dépense-là. Parce qu'il faut comprendre que le crédit, c'est une forme d'argent qui nous est prêté, qui est à rembourser plus tard, mais aussi en payant des intérêts si on ne respecte pas les dates d'échéance. Pour une carte de crédit, exemple, on va avoir notre relevé mensuel à la fin du mois, exemple le 30, le 31 octobre, et on a toujours un délai de 19 jours pour le payer sans de 20 jours. Là, je préfère dire 19 parce que ça nous laisse toujours la petite possibilité de faire le paiement en retard. Donc, de faire un 20 jours pour vraiment payer par la suite. Mais si on ne paye pas le solde en totalité, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on va avoir des intérêts qui sont cumulés, mais sur l'ensemble de la somme due. Donc, c'est vraiment très, très, très important de pouvoir régler là, le montant en totalité le plus possible et d'ainsi gérer son budget en conséquence du remboursement de notre crédit toujours. Oui, parce que quand on met ça sur la carte de crédit, il faut prévoir que ça va peut-être nous coûter un petit peu plus cher, surtout si on fait plusieurs paiements, parce qu'il y a des intérêts, donc il faut toujours prévoir peut-être un peu plus d'argent même, là. Oui, tout à fait. Puis, si, exemple, on a des frais de retard ou des trucs comme ça, donc c'est des choses à penser. Et aussi, des fois, on peut avoir tendance, dans des moments plus serrés, de recourir à d'autres formes de crédit qui sont, ma foi, un peu plus dangereux d'une certaine façon. Donc, des fois, justement, on est serré, là, on va peut-être dire, je vais payer cette carte de crédit-là avec une autre carte de crédit, hein? Donc, à taux d'intérêt différent, pour être capable d'arriver dans les temps, ou encore de faire une recherche rapide sur les internets. Donc, recherche de prêts, et là, on tombe sur des prêts qui sont considérés des prêts usuraires d'une certaine façon à très haut taux d'intérêt. Donc, on parle de prêts rapides qui sont disponibles sur le marché et que tout ce qu'ils demandent, en fait, c'est d'avoir un numéro de téléphone, un nom et une adresse. Aussi simple que ça. Donc, en bout de ligne, c'est un taux d'intérêt qui est très, très, très élevé. On peut parler d'un taux d'intérêt là, qui frôle les 35 %. Et à ça, on va ajouter peut-être des frais d'ouverture de dossier, des frais de transmission, etc., etc. Donc, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, notre taux d'intérêt pour un prêt peut-être de 500, 1500 $, remboursable en 6 mois, va peut-être équivaloir à 45 %. Donc, c'est quand même à prendre en considération. Et malheureusement, il y en a beaucoup sur le marché des prêts comme ça. Oui, puis ils sont souvent alléchants parce qu'ils vont dire contactez-nous, vous avez l'argent en 10 minutes. Exact. Puis là, tu as besoin d'argent tout de suite. C'est souvent, ça nous encourage
à dire oui tout de suite, je vais aller avoir l'argent tout de suite. Mais là, je pense qu'il faut être prudent, il faut réfléchir un petit peu avant d'embarquer là-dedans. Là. Oui, tout à fait. Puis si, exemple, justement, on se rentre dans cette spirale-là, parce que, bon, lorsqu'on a souvent un crédit à risque élevé comme ça, bien, souvent, les gens, là, dans ce qu'on constate dans le quotidien, souvent, les gens doivent en recourir à un deuxième pour être capable de payer le premier. Donc là, on se trouve vraiment une spirale incroyable. Donc, avant de vous enfoncer la main dans l'engrenage, avant de peut-être ressolliciter un deuxième prêt ou des trucs comme ça, venez contacter nos services là, pour pouvoir se démener de tout ça. Il faut savoir aussi que c'est des prêts qui sont considérés illégaux à proprement parler. Donc, avec des articles du Code civil du Québec, on a quand même des possibilités de recours là, pour annuler ces prêts-là ultimement. Là, on se croise les doigts. Souvent, c'est des démarches assez complexes. C'est des on démarches veut pas s'embarquer complexes, c'est ça. Puis en tant que consommateur régulier, effectivement, c'est plus difficile de le faire, mais nous, on est quand même habilités à faire ça là, avec les gens. Là. Donc, de ne pas hésiter là, à nous contacter. Là, tu parlais de carte de crédit et de marge de crédit. Tu peux-tu nous rappeler un peu c'est quoi la différence entre les deux? Oui, bien en fait, la carte de crédit, on est vraiment dans une consommation quotidienne, si on peut dire. Donc, on va aller au magasin, on va aller à l'épicerie, peu importe, on va aller payer avec notre carte de crédit. La carte de crédit, on fait les transactions pendant 1 mois de temps. On a un relevé à la fin du mois qui nous dit combien qu'on a dépensé dans le mois et qu'on a un délai pour payer ce dit montant. Et bon, les entreprises sont très, très, très ratoureuses sur leur méthode de faire. Puis c'est correct, ils sont là pour faire de l'argent, malheureusement. Mais heureusement pour eux, malheureusement pour nous. Mais dans le libellé, dans le fond, dans le relevé de compte, on nous dit toujours, oui, la dépense faite totale, mais le montant minimum qui est dû. Hein? Et on pense souvent que c'est le montant minimum qu'on doit payer, alors qu'en réalité, bien, c'est la totalité qu'il faut qu'on paye. C'est la totalité qu'on a emprunté. Donc, le montant minimum, il faut savoir, fait juste couvrir les intérêts. Donc, si on ne paye que les intérêts, bien, ça peut être long de payer en totalité parce que vous avez l'exercice dans le bas de la facture, toujours de la carte de crédit, qui dit combien de temps que ça prendra à payer si on règle que le montant minimum. Par la suite, bien, la marge de crédit, ça, c'est légèrement différent. La marge de crédit, il faut le voir un peu comme si c'était une poursuite de notre compte de banque régulier. Donc, notre compte de banque, on fait des transactions dedans, on les utilise, on achète. Et en bout de ligne, c'est qu'on est en mesure d'aller emprunter de l'argent sur une marge de crédit. La marge de crédit, on peut avoir une marge de crédit à 15 000 et qu'elle a 0 $ utilisé dessus. C'est correct. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, à mesure qu'on commence à utiliser des sous sur la marge de crédit, bien, il faut voir idéalement en rembourser toujours en totalité le plus possible la marge de crédit. Et sinon, bien, ultimement, ce que l'institution financière va faire dans la plupart des cas, c'est de régler le fait qu'on va payer le versement minimum, qui se trouve à être encore une fois juste les intérêts. Donc, si on ne fait pas d'action supplémentaire et qu'on ne le demande pas, bien, malheureusement, le capital n'est jamais payé. Donc, ça fait en sorte que, bien, on accumule de l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt. Donc, la meilleure façon pour éviter tout ça, l'accumulation de frais, et de frais de retard et d'intérêts et tout, c'est peut-être de faire attention, peut-être de valider est-ce qu'on a vraiment besoin avant d'acheter, avant de s'endetter. C'est sûr que là, si on parle pour l'épicerie, les choses essentielles, OK. Mais ce qui n'est peut-être pas essentiel, c'est de se poser la question avant de le mettre sur la carte de crédit puis de mettre ça dans notre... Bien oui, faire monter notre taux d'intérêt. Peut-être de vérifier. Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour le moment? Exactement. Toujours de valider le besoin, toujours de valider la pertinence de se procurer ce bien-là, s'il est essentiel ou non. Ça, je pense que c'est le mot d'ordre, là, la Sèvres, la péninsule, là, toujours se poser la question si on en a réellement le besoin. Mais aussi de faire en sorte de ne pas se mettre la tête dans le sable non plus. De dire, oui, je fais une dépense, dans mon compte, j'ai l'argent pour payer cette dépense-là. Bon, peut-être dans 30 jours, peut-être dans... Mais qu'on puisse vraiment dire que oui, on a l'argent pour faire cette dépense-là là, devant nous. Bien, merci beaucoup, Hélène. Bien, merci encore une fois. Parce qu'il faut être prudent avec le crédit. Hein? Je pense qu'on ne le dit jamais assez. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, si les gens veulent avoir plus d'informations, qu'ils veulent contacter la CEF, ils procèdent comment? Oui, bien, directement sur notre site web, acefpeninsule.ca, sinon par téléphone au 1-866-566-7645. Donc, nous, on se revoit.
On Tout va avoir à d'autres fait. chroniques. On Ben, parle de quoi pour la prochaine? La prochaine, bien là, vu que c'est au mois de novembre, hein, on va parler des enjeux de consommation au mois de novembre. On a une belle date au mois de novembre qui nous fait consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et pour rien. Donc, on va aller regarder un petit peu le Black Friday du mois de novembre. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Après 35 ans à enseigner l'éducation physique, un professeur aimé de tous, Francis Lévesque, a annoncé qu'à la fin de l'année scolaire, il prendrait sa retraite. Je suis en sa compagnie pour discuter de cette belle et longue carrière. Monsieur Francis, bonjour. Bonjour. Tu es allé tout de suite avec un signe de particularité. C'est ça. Je vous ai salué avec le signe que vous utilisez avec vos élèves. Avec particulièrement maternelle 4 ans et maternelle 5 ans. Et c'est quoi la signification justement de ça? C'est un salut. C'est un salut quand on se rencontre dans l'école, parce que les maternelles... dans l'école, quand on circule, on n'est pas supposé de parler comme ça. Okay. Donc, c'est un salut. Puis ça me vient, c'est pas moi qui ai inventé ça non plus, ça me vient ça fait longtemps d'un prof que j'ai eu en stage et qui, lui, il fonctionnait avec des signes comme ça, puis des mots de passe. Okay. Donc, lui, il ne savait pas de son sifflet souvent. Puis j'ai trouvé que c'était super. J'ai gardé cette mine-là, puis... de voir l'énergie puis les sourires des enfants quand tu fais ça, qui te rencontrent, c'est automatique. Puis c'est pas juste à l'école, là. Je lui ai dit, quand tu me rencontres à l'école, ou bien à l'épicerie, ou bien à l'aréna, ou bien... Puis quand ils me rencontrent à l'épicerie ou ailleurs, ils me font toujours ces signes-là. Puis ça me fait tout le temps rire de voir les parents qui regardent à gauche et à droite et disent « À qui? C'est à qui fait ce signe? Pourquoi tu fais ce signe-là? » Ben, c'est M. Francis. Et je fais par exprès pour changer de côté d'épicerie pour être sûr de garder le mystère à toutes les fois. Fait qu'une belle façon de se saluer dans le silence. Oui, je trouvais que ça donnait... Oui, puis c'est respectueux aussi des personnes que tu rencontres. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, vous avez annoncé votre retraite. Oui. Donc, c'est votre dernière année. Oui. Et comment ça s'est passé, cette prise de décision-là? Bien, on a une façon de fonctionner au niveau gouvernemental où tu as 35 ans. Après 35 ans, tu peux décider quand est-ce que tu prends ta retraite. Et il y a une date spécifique. Ensuite de ça, tu prends des décisions par rapport à ça. Puis je pense que moi, rendu à l'âge que j'ai là... j'ai encore beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, mais c'est le temps aussi de prendre un petit peu de temps pour moi. Puis d'avancer, parce qu'il y a d'autres choses aussi après. Là. Ça fait que j'ai décidé, en recevant les papiers de affaires comme ça, de prendre cette décision-là. Plus les 2 dernières années, parce que là, on avait l'occasion, on a l'opportunité de prendre des journées de pré-retraite. Okay. Et j'ai décidé, ma femme m'a fait réaliser aussi que ça existait, ces programmes-là, puis que tu pouvais les prendre. Et j'apprécie aussi parce que ça me donne un petit break durant la semaine, parce que l'énergie n'est pas toujours au rendez-vous. Parce que moi, mentalement, dans mon cœur, je suis toujours super jeune, j'ai toujours une belle approche, mais l'énergie ne suit pas toujours aussi. Puis c'est une façon aussi d'arrêter graduellement ou d'arrêter d'un coup sec. Là, parce que j'ai toujours fonctionné à 100 000 à l'heure. Puis un gros camion, quand ça fonctionne à 100 000 à l'heure, des fois, c'est plus difficile à arrêter. Oui. Est-ce que pour toi, enseigner, c'est quelque chose qui a toujours été évident ou c'est un intérêt que tu as développé avec les années? J'ai développé ça avec les années. Je te dirais que tu m'aurais rencontré à 14, 15, 16 ans, puis tu n'aurais pas pensé ça parce que je suis en privé, je suis quelqu'un de très... gêné. Quand je suis seul, quand je suis dans ma famille, je suis gêné. Je ne suis pas la personne qui va communiquer le plus avec le monde à l'extérieur quand je suis à l'extérieur. Mais au fil des années, j'ai développé ça. J'ai travaillé fort. Parce qu'il y en a que c'est inné, ils parlent, ils s'en vont, puis là, ça déroule. J'avais des collègues à l'université, qu'eux autres, ils n'avaient pas besoin de rien préparer, tout était ça. Mais moi, j'étais structuré, je préparais mes affaires. Puis au fil des années, avec l'expérience puis les apprentissages, ça vient que ça roule devant mon monde, je suis plus à l'aise.
Et puis, ben, aussi, le sport, ça a toujours fait partie de ta Oui, vie non, aussi. j'ai été élevé là-dedans. C'est l'opportunité que j'ai eue. J'avais des parents qui me soutenaient beaucoup. Pas une famille super riche, mais on avait plein d'opportunités de pouvoir faire du sport l'été comme l'hiver. Puis il y avait des personnes aussi qui nous ont aidés, des mentors pour moi, c'est comme Régent Gauthier, qui était un professeur d'éducation physique que j'ai eu, qui était un entraîneur de cross qu'on a eu quand on jouait l'été, puis qui ont fait grandir ce côté-là de moi que j'ai voulu continuer à faire en faisant mes choix universitaires. Puis en rentrant au cégep, j'avais pris d'autres choses. J'ai dit, il n'y a pas d'ouvrage là-dedans. Les années 80-90, au niveau de l'enseignement, c'était pas mal saturé. Puis là, j'ai commencé en administration. Puis ensuite de ça, j'ai dit non. Puis je suis revenu à mon premier choix, puis je suis heureux d'avoir fait ce choix-là aussi. Ouais. Oui, puis là, présentement, tu enseignes à l'école Sainte-Ursule. L'école Sainte-Ursule. Mais tu as aussi enseigné au Centre matapédien d'études collégiales. Oui, ça a été une opportunité en or. Après 3 ans au primaire, j'ai commencé avec un contrat. Je peux te compter comment c'est arrivé aussi. C'est que j'étais à Trois-Rivières. J'étais à commencer une 2e année de certificat en gestion des ressources humaines que j'avais pris après mon bac parce qu'il n'y avait pas de débouché. Puis un beau samedi, j'ai eu un téléphone de la commission scolaire ici qui me disait qu'il y avait un poste pour remplacer justement Régent Gauthier à l'école Sainte-Ursule. L'école Sainte-Ursule est spéciale pour moi parce que c'est là que j'ai grandi. C'est à côté de chez nous. C'est là que j'étais à l'école. C'est comme un retour du balancier là, de pouvoir là. Puis, avec ce téléphone-là, ils m'ont dit, il y a un poste, tu le prends-tu, tu commences mardi. J'étais à Trois-Rivières le samedi, donc il fallait que je me revire de bord pour être là le mardi. J'ai dit, je vais négocier pour le mercredi. Je suis arrivé le mercredi, puis l'aventure a commencé. Il y a quand même une différence entre enseigner au collégial et enseigner au primaire, là. Oui, je te dirais que j'adore l'énergie du primaire. Okay. Au niveau des enfants, c'est très facile d'aller chercher l'énergie, d'aller chercher le petit sourire, d'aller chercher. Les autres, ils se dépassent, ils ont une mémoire à court terme. Si ça va pas bien une fois, après une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, ils vont revenir puis ils vont avoir l'énergie à te donner dans des activités que tu vas leur proposer. Puis au cégep, bien, là, ils font des choix. Donc, tu leur proposes une activité. S'ils sont intéressés par cette activité-là, c'est vraiment structuré. Je te dirais que le côté où j'étais moins à l'aise, c'est le secondaire. Et j'ai pas eu à toucher, à part dans le coaching. OK. Oui, justement, en plus d'enseigner à l'école, tu t'es aussi investi dans les activités parascolaires. Oui. On parle comme exemple le mini-basketball. Oui, je te dirais que le mini-basketball, c'est arrivé avec, en arrivant, en faisant mon premier remplacement. Régent, c'est le gourou du basketball, du mini-basket, puis il avait fait aussi du basketball avant ça. Fait que dans sa tâche, pas dans sa tâche comme telle, mais il y avait du mini-basket. Puis on m'avait proposé de continuer ça. J'avais pas une expérience en mini-basket. Fait que j'ai commencé ça. En même temps, première année, donc je me suis renseigné, j'ai fait des formations, j'ai fait des choses au fil des années. Puis j'étais encore là après 33 ans de coaching, j'étais encore au mini-basket. Puis ça me surprend aussi d'année en année d'avoir la popularité de cette activité-là dans la vallée. Parce qu'on est rendu, l'année passée, on avait 9 équipes de mini-basket dans 6 écoles différentes dans la vallée. J'avais jamais vu ça avant ça. Puis ça grandit encore. Moi, je suis en période d'inscription à Sainte-Ursule. Je suis toujours surpris à chaque année. Là, j'ai comme 35 inscriptions pour commencer l'année. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce monde-là? Je vais réussir à faire de quoi, certain. Mais c'est ce qui donne ton énergie aussi. C'est ce qui donne ta motivation à continuer. Oui, puis c'est en plus de faire du coaching. Tu prépares la relève? Tu coaches même avec ton fils? Ben oui. J'avais commencé. Tu as dit ton fils suit tes suit mes traces. Hein. Il a fait sa formation en éducation physique. Je dirais que j'ai trouvé ça très le fun. Mais tu sais, on se dit aussi, parce que ma femme aussi, mes filles, qui sont dans le domaine de la santé, que ma femme est dans le domaine de la santé. Julie dans le domaine de la santé, puis ils ont décidé de suivre ça. Si tu suis une personne qui est en éducation ou en santé, il faut vraiment que tu sois motivé, que tu aies aimé ça pour pouvoir continuer. Moi, je fais toujours le parallèle. Soit tu aimes ça, soit tu haïs ça parce que tu es tout le temps en gymnase où tu suis tes parents. Il m'a suivi partout, Marc-Antoine. Il m'a suivi dans le gymnase, il était haut de même, je l'ai amené au cégep. Puis il jouait avec les amis, fait qu'il a décidé à un moment donné de suivre les traces de son père. J'étais super content. Mais encore plus content de voir qu'il était revenu en région. Parce qu'à sa 2e année de baccalauréat, il était à Chicoutimi, il a fait son cours à Chicoutimi ou à Trois-Rivières. Je ne voyais pas de possibilité qu'il revienne ici. Puis là, à un moment donné, tout s'est ouvert. Il y a des personnes qui ont décidé de faire d'autres choses dans la vie, de changer. Puis ça s'est ouvert. Puis
dans la pandémie, parce qu'il n'y a pas eu des mauvaises affaires dans la pandémie. J'ai eu l'occasion d'enseigner avec lui pendant 6 mois avec un masque. En plus de pouvoir coacher avec ton fils, tu donnes plein d'idées, peut-être même les autres profs d'éducation physique, parce qu'il existe la page Facebook ESU en action, où tu proposes plein d'activités originales. J'ai quelques exemples. Le parcours du panier payant, Pète pas ma balloune, parcours Bob l'éponge, le casse-tête de la route, le bateau pirate boué. Où c'est que tu prends toutes ces idées-là? Ça, je te dirais que c'est un bagage d'années d'enseignement. Les activités que tu as faites là, c'est plus en journée spéciale parce qu'on organise dans notre mandat. Dans notre mandat, on a demandé au fil des années d'organiser des activités spéciales à Saint-Ursule. Ça se fait aussi dans toute école. C'est la journée d'accueil. Puis on a la journée sportive aussi. Donc, pour trouver ce bagage-là, il faut que tu fouilles beaucoup. Puis avec les années, je suis une personne qui fouille beaucoup, qui va voir beaucoup de qu'est-ce qui se passe ailleurs, qui pose des questions. On a des congrès en éducation physique, on peut aller chercher du bagage là-dedans. Puis j'aime ça me renouveler à chaque fois, puis améliorer ce qui a été fait en premier. Fait qu'un jeu, une activité sportive que on n'est plus dans le... Comment je pourrais t'expliquer ça? On n'est plus dans l'éducation physique. On est plus dans le pédagogique. On est dans le pédagogique, mais on n'est plus dans le genre d'éducation physique, ce qui se faisait dans les années 80-90. On sort du traditionnel. On sort du traditionnel, mais toujours avec le même souci du développement du jeune, de différentes façons. Fait une belle contribution aussi encore. Oui. Tu contribues beaucoup au monde de l'éducation physique. C'est la pandémie qui a amené ça, parce qu'on a été arrêtés pendant 4 mois. Fait qu'après 2 semaines à écouter la TV puis à se poser des questions sur ce qui allait arriver, j'ai dit comment que je pourrais contribuer à ça, comment je pourrais faire que les jeunes continuent à bouger à la maison. Fait que là, j'ai commencé à fouiller sur YouTube, sur Internet, trouver un bagage d'activités. Puis avec tout ça, sans m'en apercevoir, j'ai comme été chercher ou faire grandir une banque de vidéos et d'activités d'au-dessus de 700, 800 vidéos avec d'autres activités qu'on fournissait à nos élèves. À chaque jour, avec mon collègue qui était Pierre-Luc Canado à ce moment-là, à chaque jour, on proposait des activités sur Internet sur cette page-là. Cette page-là qui était en transition ensuite de ça quand ça a été terminé. J'ai dit, il faut qu'on continue à faire de quoi. Puis comme j'étais un visuel, puis qu'il y a des pages qui existent et des professeurs d'éducation physique qui essaient d'aller chercher des façons de faire autrement, moi, je trouvais que c'était une bonne opportunité de redonner. Moi, c'était très important de redonner et d'aider la relève en même temps. Bravo, c'est une belle initiative. Je le fais pour... pas pour retirer absolument rien de ça, parce que je sais qu'il y a vraiment une demande d'aide des personnes qui n'ont pas des difficultés, mais qui n'ont pas le bagage que je peux avoir. Puis je sais que ceux qui finissent en éducation physique n'ont pas nécessairement le bagage que moi j'ai. Puis moi, j'ai toujours eu j'ai été élevé comme ça. Donc, à redonner et à aider. C'est une façon de donner au suivant. Oui, effectivement, donner au suivant. Dans une belle carrière comme ça de 35 ans, tu en as vécu des choses, tu as vécu des souvenirs. As-tu une anecdote particulière qui t'a marqué plus? Anecdote particulière, la naissance du CEMEC. Okay. Moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai été vraiment privilégié d'être là, parce que tu bâtis une école, tu montes ton programme, tu achètes tout le matériel que tu dois prévoir en éducation physique. Pour moi, c'était l'éducation physique. Puis tu le modélises à ta petite place, parce que c'était une petite place, c'était un petit cégep. Puis je me souviens d'avoir été visité au cégep de Rimouski, puis le professeur me montrait, là, on a une salle d'entraînement, puis on a ci, puis on a ça. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, je trouve ça super beau, mais moi, j'ai rien de ça, là, quand je vais arriver là-bas. Comment je peux me débrouiller pour pouvoir monter des cours d'éducation physique de niveau collégial pour ces jeunes-là? Fait qu'au fil du temps, on a trouvé des façons de faire pour pouvoir aider ces profs-là. Donc, ces élèves-là. Donc, pionnier pour l'éducation physique aussi. Oui, c'était vrai. Puis bâtir des affaires, puis bâtir une école. Construire, quand tu es là au début d'une école, c'est un privilège, ça arrive pas souvent dans une vie. Fait que moi, j'ai eu l'occasion de... Puis après 11 ans, là, j'ai eu d'autres opportunités qui sont arrivées, puis ça continue. Là, je suis content de voir que ça continue aussi au niveau du cégep. Donc, une autre belle réalisation. Oui. Justement, là, comme on le mentionne, tu vas terminer à la fin de l'année scolaire. Oui. Comment tu entrevois ta dernière journée? Ça va être sûrement émotif.
parce que j'ai commencé mon année émotif. C'était comme des petits deuils à chaque fois. Première journée, je savais que c'était ma dernière première journée. Ensuite de ça, la photo de groupe, l'activité d'accueil. Mais je m'étais dit aussi, puis je le fais depuis 35 ans aussi, que j'allais donner le maximum à chaque jour, puis que j'allais... Moi, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que tu peux être... une personne très positive au niveau de l'école, une personne qui peut donner de l'énergie au niveau de l'école, pas juste au niveau de ton gymnase, ailleurs. C'est pour ça les petits signes. Okay. C'est pour ça les attentions, les petits sourires. Moi, le matin, depuis quelques années, je surveille le matin aux autobus parce que j'aime ça, parce que je sais que le premier contact que tu as avec l'élève en sortant de l'autobus, tu vois le sourire, tu vois si ça va pas bien, puis surtout avec les petits. Oui, tu vois, c'est toujours comique de les voir descendre de l'autobus. Puis c'est vraiment important qu'ils commencent leur journée avec un sourire et une attitude positive. Fait que j'essaie d'aller chercher. Moi, mon défi en éducation physique, c'est ça. C'est pas celui qui est super sportif, que je sais que je l'ai acquis. Lui, il va se dépasser. Mais c'est la personne qui est plus gênée dans un coin, puis que tu as de la misère à faire participer, c'est elle que je veux aller chercher, c'est elle que je veux faire participer, puis que je veux la faire apprécier ce qu'elle fait à l'intérieur des cours d'éducation physique. Oui, en faisant ça, les choses de cette façon-là, il y a sûrement des jeunes qui t'ont épaté ou qui t'ont marqué. Bien, j'en ai, puis il y en a qui sont rendus, que c'est des parents maintenant, là, que je croise, puis que je trouve ça toujours, moi, des fois, j'ai de la misère à les reconnaître parce qu'ils ont vieilli, puis ils ont... t'as un petit l'Italien qui est passé en anglais intensif, qui joue au hockey junior majeur maintenant. Là. Okay. Pas simplement par son talent, parce que il y avait le talent, il y avait l'attitude, il y avait la bonté. Il y avait, il était une personne que je disais, lui, il va réussir, peu importe ce qu'il va faire, il va réussir parce que malgré tout le talent qu'il a, il pourrait dire, je peux être un mauvais sportif ou avoir une mauvaise attitude, mais lui, il avait l'attitude numéro 1 pour pouvoir aider les autres. Puis ça, c'est numéro 1. C'est le fun de le voir tout petit, puis de le voir... oui, il est assez grand. Aujourd'hui, oui. Il est assez grand. Donc, la retraite, c'est une nouvelle étape de vie. Comment tu la prévois, la vie? As-tu une idée? J'avais plusieurs scénarios de départ, puis finalement, j'ai pas de choses de précises. C'était de garder du temps. Moi, je m'étais dit, est-ce que je vais continuer le coaching quand ça va être fini? Je vais-tu faire sûrement que je vais être appelé à faire un petit peu de suppléance, des affaires comme ça. Mais l'important, c'est que ça va être à mon choix. Quand je vais décider quelque chose, ça va être à mon choix. Peut-être un petit peu garder du temps avec moi, déphaser, se retirer un petit peu, puis prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, des affaires comme ça. Parce qu'au fil des années, moi, j'étais un intensif. Ça fait que j'étais intensif dans tout. Fait que des fois, ça a créé des petits problèmes, des petits bobos dans le dos, des petits bobos à gauche, des petits bobos à droite. Parce que tu fais plusieurs affaires, tu t'oublies, tu t'aides beaucoup, mais tu t'oublies au fur et à mesure. Puis à un moment donné, quand tu prends une pause, tu t'aperçois, là, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. C'est le temps de penser à toi. Penser à moi. Ouais, puis regarder, voir les opportunités qui vont s'en venir. Moi, c'était une retraite d'enseignement, mais c'est pas une retraite définitive. Fait que je vais regarder les opportunités qui vont s'offrir à moi. D'autres activités. Oui. Il n'y aura plus d'obligations, c'est le plaisir. L'obligation, c'est moi qui vais faire mes choix aussi par rapport à ça. Francis Lévesque, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je vais te souhaiter une bonne dernière année. Oui. Une belle retraite. Puis merci pour tout ce que tu fais pour les jeunes, puis toute l'influence que tu as, puis toutes les idées que tu as partagées. C'est vraiment... c'est très gentil. Puis j'en profite amplement de ma dernière année aussi. Là. Je me gâte de toutes les façons. Merci. Alors, je vais te saluer. Merci. Bonne journée. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 20 octobre d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur rose. Dans quelques instants, c'est l'émission X à danse. Cette semaine, on vous enseigne une nouvelle danse, la salsa. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc sous le thème de l'Halloween. Bonne semaine!